Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Merci d'avoir choisi Scoop FM pour cette nouvelle session du journal. Au sommaire, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté ce mardi à la rentrée judiciaire 2024-2025 au Conseil d'État. Nous parlerons également santé au cours de cette édition du journal. Le ministre de la Santé et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a dévoilé les 10 objectifs de la couverture santé universelle. Les détails, vous les aurez au cours de cette session du journal. Élection présidentielle américaine, Donald Trump pense que sa victoire permettra de redonner bien évidemment la grandeur à l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comme annoncé dans les sommaires, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté le mardi 5 novembre 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa à l'audience solennelle bien évidemment et foraine de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État. Reportage de la presse présidentielle. Au Palais du Peuple, ce mardi 5 novembre 2024, la présence du magistrat suprême a revêtu un double message. L'intérêt qu'il accorde au pouvoir judiciaire et l'interpellation de ses acteurs face au défi d'une bonne administration de la justice conforme aux attentes des populations. Après les cérémoniales protocolaires, une photo des familles avec le haut magistrat du Conseil d'État dans le hall de ce palais a immortalisé ces instants. L'événement, c'est l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans la grande salle du Congrès où a été donné le go, le haut magistrat se sont réunis en audience solennelle et publique. Dans son allocution, le bâtonnier national a fait un plaidoyer sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. Le procureur général près cette juridiction a pour sa part consacré sa mercuriale à l'étude prospective du rôle du ministère public pour une justice administrative plus efficiente en République démocratique du Congo. L'objectif visé selon lui est de relever les difficultés et les limites du rôle du ministère public administratif dans l'état actuel de notre législation sur la justice administrative. Pour boucler la boucle, la première présidente du Conseil d'État a dans son discours mis un accent particulier sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle des rentrées judiciaires du Conseil d'État pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Conformément aux articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique précitée, le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formés contre les actes, les règlements et décisions des autorités administratives centrales. Le Conseil d'État, précisons-le, est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions, des surveillances, d'inspection et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda a été lancé officiellement ce mardi 5 novembre à Goma entre la République démocratique du Congo mais aussi le Rwanda et c'était en présence de la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et de son homologue rwandais sous la médiation du chef de la diplomatie angolaise Tete Antonio mais aussi la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC Bintou Keïta ainsi que d'autres diplomates accrédités en RDC ont également été associés à ces assises de Goma. Les nouveaux membres intégrés dans les 10 mécanismes sont les 3 officiers de liaison de la République démocratique du Congo et les 3 autres officiers de liaison du Rwanda. La réunion de Goma a insisté sur le respect du cessez-le-feu, alors que des affrontements sont signalés sur différents fronts,
notamment dans les territoires de Walikale, Massissi et Lubero. Depuis la rébellion du M23 de 2012, il existe à Goma un mécanisme conjoint de vérification à la suite au conflit persistant entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les acteurs de la société civile du Nord Kivu, également associés à cette initiative diplomatique, se sont dit déçus, tout en déplorant l'hypocrisie du Rwanda qui poursuit son offensive en violation du cessez-le-feu. Il existe par la même occasion des sanctions contre ceux qui violent les cessez-le-feu et le retrait effectif des militaires rwandais au sol congolais. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé est l'une des recommandations de la réunion des experts, des organes de défense et de sécurité congolais et Rwanda tenue à Luanda le 31 octobre dernier. La réunion avait également adopté par consensus la proposition de concept d'opération qui vise l'opérationnalisation du plan harmonisé, la neutralité des AFDR et le désengagement du mandat convié par la réunion ministérielle du 12 octobre 2024. Vous avez suivi, c'était là un récit de Lauriane Mwanda. Dans son intervention ce mardi, lors de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, a mis en avant les avancées réalisées en République démocratique du Congo dans le cadre de la protection du travail des journalistes. Ce membre du gouvernement soumis nous a cité notamment l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse garantissant la protection du journaliste, ce qui présente un pas vers la dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo. En matière de liberté d'expression, nous avons une loi sur la presse qui remplace la vieille loi de plus de 27 ans garantissant la protection du journaliste, faisant un pas vers la dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo, a-t-il indiqué. Le ministre de la Communication et médias de la RDC a en outre martelé sur les mesures prises contre la propagation de fausses informations et les libertés garanties à l'opposition politique. Notons par ailleurs que le ministre de la Communication a épinglé des mesures prises par le gouvernement congolais pour en finir avec les crimes odieux commis dans les zones en proie à l'insécurité due au conflit armé pour lutter contre les minerais de sang. Le ministre de la Santé et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a dévoilé le des objectifs de la couverture santé universelle allongée, bien évidemment, l'espérance de vie des Congolais et participer au développement de la RDC. C'était lors d'un entretien accordé à la presse ce mardi 5 novembre 2024. Écoutez les ministres de la Santé, Roger Kamba, dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Ce que moi je pense que les Congolais doivent savoir, c'est que la couverture santé universelle, c'est pas une question de la maladie. Il faut qu'on dissocie. Mais la couverture santé universelle, pour moi, permet de répondre à deux impératifs. Le premier impératif, c'est comment est-ce que nous allons allonger l'espérance de vie des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais vivent 3 ans de moins que la moyenne des Africains. Pas la moyenne mondiale, que la moyenne des Africains. En sachant déjà que les Africains ont la pire des moyennes mondiales. Et les Congolais ont 3 ans. Donc, la vision du secteur de la santé, c'est de ramener l'espérance de vie des Congolais au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. L'idée, c'est que dans les 10 années qui viennent, on travaille pour que le Congolais vive 20 ans de plus. Gagner 20 ans dans les 10 ans à venir. Et cela passe par la CSU, non? C'est ce que je dis, c'est ce que la CSU doit faire. La CSU doit permettre, ça c'est la première chose, qu'on gagne 20 ans d'espérance de vie dans les 10 années qui viennent. Vous allez peut-être me dire, oui, mais est-ce que c'est pas un rêve? Je donne l'exemple du Malawi. Malawi a gagné 20 ans en travaillant pendant 10 ans. Ils sont passés de 40 ans d'espérance de vie à 60 ans. Donc, si le Malawi a pu le faire, c'est juste pour montrer que c'est un pays africain. Parce que souvent, on a l'impression que ce qu'on dit, c'est des rêves. Donc, la première vision, c'est d'allonger l'espérance de vie des Congolais. C'est le rôle du ministre de la Santé de travailler
pour que la durée de vie des Congolais s'allonge. Ça, c'est la première chose que la CSU doit faire. La deuxième chose que la CSU doit faire, c'est de participer au développement du pays. Parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai dit, il faut pas lier la CSU à la maladie. C'est pour ça que je l'ai dit. Affaire lampadaire et forage, Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, est blanchi par la Cour de cassation. Quelle analyse faire de la suite du procès sans Nicolas Kazadi? Denis Belessi, cadre décidé de Martin Fayoulou, s'est dit désolé de ce qui s'observe sur la scène politique congolaise. Il est joint au téléphone par Christian Mouchampa. Les mensonges, c'est une vérité pervertie. La justice élève une nation. Pour détruire une nation, on commence par détruire sa justice et l'éducation. Sur ce point, je dirais, si nos dirigeants ne sont pas bien éduqués, donc ils sont mal instruits. Où est la place de l'IGF aujourd'hui? Tout le travail que l'IGF a fait est bafoué. C'est bafoué. On ne peut pas diriger un État avec des plaisirs et sentiments. Mais lorsqu'on accède à la magistrature suprême, on arrive avec une vision claire et nette sur la justice de son pays. Dans tous les cas, le président avait déjà répondu à cette question. Il a dit, Nicolas Kazadi, c'est un père de famille. Et il a posé la question aux journalistes s'ils pouvaient avoir aussi les preuves. Et à quoi est bon de continuer avec la justice. Or, Nicolas Kazadi était déjà blanchi par la blanchisserie de la haute hiérarchie. Et que devons-nous faire? Laissons seulement. Il n'y a que des petits qu'on arrête facilement. On pensait que cette fois la justice sera pour les gens en costume. Mais on voit seulement des petits enfants de la rue. Le chef religieux de l'Union des églises indépendantes du Congo, Église des Réveils au Congo, Communauté islamique, Armée d'Issali, Koneiko, Église kimbanguiste et l'Église Liloba Nzambe sont pour la révision de la Constitution. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Réunion, ce qui suit. Avant d'arriver là-bas, il y a un homme de Dieu, grand, élevé dans ce monde, qui avait dit que même la Bible, il faut la revoir. Il faut l'adapter par rapport aux réalités que nous vivons maintenant. J'avais dit l'autre fois que la Constitution n'est pas le Coran, n'est pas la Bible. Parce que même la Bible, nous avons Louis II. Donc il faut toujours revoir, surtout si pour le bien du peuple. Il y a certains articles qu'on doit revoir dans notre Constitution, qu'on doit adapter. Alors les chefs de confession religieuse ont trouvé qu'il y a de quoi encourager ce processus. Nous devons quand même encourager. C'est pourquoi nous demandons au peuple de ne pas se laisser entraîner par le manœuvre des politiciens, ça et là. Si les chefs de l'État étaient animés par un esprit bon d'aider le développement, la paix, la sécurité de notre peuple, est-ce qu'il y a-t-il un péché dans ça? Y a-t-il un problème de ne pas accompagner ça? Car tout ce que lui doit faire, ça doit rencontrer quand même la part du peuple. Voilà pourquoi nous, en tant que les gestionnaires, dans notre mission prophétique apostolique, nous jeûnons, nous prions tous les jours. Nous pensons que nous pouvons avoir les textes, la constitution purement congolaise, adaptée et rédigée par les Congolais. C'est ainsi que nous demandons qu'il y a les articles à revoir, que je ne dois pas citer ici. C'est pourquoi, pendant qu'on va commencer à rédiger, nous demandons au chef de l'État que les confessions religieuses soient aussi
fasse partie de ceux-là qui vont aussi rédiger ça. Parce que nous avons beaucoup de réalités que nous connaissons, parce que nous qui avons le peuple que nous gérons, alors il faut que nous soyons aussi dans cette équipe-là pour que nous mettons aussi nos avis. L'Église doit être considérée et l'Église doit s'impliquer dans ce qu'on doit faire. Affaire de sextape de Balthazar et Bang Gonga en Guinée équatoriale. Quelles peuvent être les percussions? Les réponses avec les correspondants de France 24 Yves Laurent Goma. En tout cas, selon des informations qui proviennent de ce petit pays d'Afrique centrale, il s'agirait d'une enquête lancée par les autorités suite à une disparition d'une somme d'environ 6 milliards de francs CFA. Alors, le bureau de Balthazar Ebon a été perquisitionné, des documents ont été saisis et parmi les documents, il y a son ordinateur portable. Et lorsque les enquêteurs ont ouvert cet ordinateur portable, c'est là où ils ont découvert le photo rose, des dizaines de vidéos, de certaines sources parlent d'environ 400 vidéos montrant M. Balthazar en pleine action sexuelle avec plusieurs femmes. On parlerait même des femmes, des dignitaires du système, ce qui provoque un véritable scandale qui inonde les réseaux sociaux, qui sature vraiment les réseaux sociaux en Afrique centrale et peut-être dans tous les pays d'Afrique francophone. Et quelles sont les répercussions politiques de ce scandale? Bon, Balthazar Ebon lui-même, par rapport au poste qu'il occupe, il n'est pas une personnalité clé du système, mais par contre son père, vous l'avez dit dans l'introduction, il est actuellement président de la commission de la CEMAC, il est très proche du président Obiang Nguema. Peut-être que ce scandale pourrait le viser lui, mais dans une communication, lui a dit son fils est majeur, il assume seul ses actes. Alors, deuxième implication politique, on a senti le rôle majeur du vice-président de la Guinée équatoriale, M. Théodorin Obiang Nguema, le fils de l'actuel chef d'État de la Guinée équatoriale. C'est lui qui a été au centre de toute la communication, c'est lui qui a tenté de rassurer sur les réseaux X, TikTok et autres, où ces vidéos ont été abondamment vues pour donner les communications officielles, interdire les rapports sexuels dans les bureaux, imposer un dispositif de vidéosurveillance dans le bureau et certainement avoir montré que c'est lui, après le président de la Guinée équatoriale, l'homme de la situation. C'est une victoire importante pour les Américains, une victoire qui va nous permettre de redonner sa grandeur à l'Amérique, a déclaré Donald Trump dans sa prise de parole devant ses électeurs dans son quartier général de campagne avant la confirmation officielle de son élection comme président des États-Unis d'Amérique. Suivez. Grâce à sa victoire dans le Wisconsin, Donald Trump a franchi le cap de 270 voix des grands électeurs nécessaires pour accéder à la présidence. À cette victoire valide son approche de la politique à main nue. Il a attaqué sa rivale Kamala Harris dans des termes profondément personnels, souvent misogynes et racistes, tout en brossant un tableau apocalyptique d'un pays envahi par des migrants violents. Cette rhétorique grossière associée à une image d'hyper masculinité a trouvé un écho auprès d'électeurs en colère, en particulier les hommes, dans un pays profondément polarisé. En tant que président, il s'est engagé à mettre en œuvre un programme axé sur la refonte radicale du gouvernement fédéral et sur la poursuite de la vengeance contre les ennemis qu'il perçoit. S'adressant à ses partisans ce mercredi matin, M. Trump a affirmé qu'il avait remporté un mandat puissant et sans précédent. Les résultats viennent couronner une saison électorale historiquement tumultueuse et compétitive marquée par des tentatives d'assassinat visant Donald Trump et par l'arrivée d'un nouveau candidat démocrate à peine un mois avant la convention du parti. Donald Trump héritera d'une série de défis lorsqu'il prendra ses fonctions le 20 janvier 2025, notamment une polarisation politique accrue et des crises mondiales qui mettent à l'épreuve l'influence de l'Amérique à l'étranger. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés à la chaîne de la neutralité réelle.
Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste. Sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.